On est très content d'être là pour vous parler de notre sujet. Donc le sujet, c'est la vie d'Ops au cœur d'un SI qui bouge, d'un SI en évolution. On est en particulier content de le faire ici à la Docon parce qu'on sait qu'on a en face de nous un public d'architectes, un public d'experts, un public qui est amené à prendre des décisions. Et un retour d'expérience, en fait, c'est rien d'autre qu'un récit de décisions qui sont prises et des conséquences que ces décisions ont eues sur une équipe, sur un produit ou sur des organisations. Ce retour d'expérience, il prend place dans la refonte d'un vieux SI. Un SI qui a plus de 25 ans, et cette refonte, elle a commencé il y a un peu plus de 3 ans, elle est encore en cours. Et on va vous parler de notre contexte, on va vous parler de la stratégie cloud qu'on a adoptée, de comment on s'est organisé une première fois, comment on s'est organisé une seconde fois, et du top 3 des pratiques SRE qu'on a mis en place dans notre équipe. Tout ça va s'orchestrer en trois chapitres. La jeunesse, donc c'est la découverte de notre contexte, ensuite l'adolescence et les crises qui l'accompagnent. Et enfin, on verra la maturité où on maîtrise un peu notre sujet et on a envie d'aller un peu plus loin, on a envie de faire le pas de plus. Ah oui, petit disclaimer, on n'a pas pu vous donner l'identité du client, ce qui nous arrange bien parce qu'on n'a que 30 minutes, donc on a pris des raccourcis. Donc enchanté, moi c'est Roberto Duhart, je suis DevOps SRE, vous appelez ça comme vous voulez. Ça fait 4 ans que je suis chez Octo Technologies, j'interviens surtout sur des sujets de run et de production, et plus généralement sur des sujets d'infra. Et avec Onget, on porte notamment plein de sujets d'observabilité en ce moment en interne à Octo. Je vais laisser se présenter. Bonjour, Onget, je suis très content d'être là avec vous. Je suis consultant également chez Octo Technologies depuis juillet 2019 et j'accompagne nos clients dans des missions de conseil de delivery sur de l'infrastructure, du cloud avec une démarche DevOps. Alors, le début de notre récit, ça vient avec une rencontre avec notre client qui vient avec une demande, c'est de l'aider en fait dans sa refonte d'un système d'information et sa modernisation. Ok, il a 25 ans. Et il aimerait se moderniser, mais aussi également l'accompagner dans ses premiers pas dans le cloud. Il y a différentes raisons pour aller dans le cloud. Ça peut être des enjeux de sécurité, de performance, de disponibilité, de coût. Là, ce qu'il va chercher, en fait, c'est le time to market, vraiment la vélocité de provisioning de ces environnements. Jusqu'à présent, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an pour avoir un environnement fonctionnel. Il aimerait réduire, en fait, ce délai. Notre client, il est également une filiale d'un grand groupe. Et ce groupe impose en fait à toutes ses filiales d'utiliser son offre d'hébergement cloud on-premises pour toutes les initiatives cloud. Fort de ce contexte, on a envie d'avoir toutes les compétences pour adresser les enjeux métiers, fonctionnels, de l'architecture, de la conception technique, du déploiement, de l'exploitation. Donc on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire, autonome et responsable en fait sur son périmètre. On a parlé du périmètre, mais c'est un périmètre fonctionnel qu'on a vu en amont en fait, avec le client, un périmètre qui se veut plutôt impactant et assez spécifique pour pouvoir valider en fait, un plan de refonte. On n'a pas envie d'avoir une approche Big Bang. Cette équipe-là se concentrera sur un seul périmètre fonctionnel. Donc on a besoin d'Ops, de PO, d'archi et de développeurs, avec vraiment une seule équipe pour valider un objectif, le plan de refonte. Revenons un peu sur cette offre d'hébergement Cloud On-Premises. On est sur une solution OpenStack, donc avec un niveau de service IaaS, Infrastructure as a Service. Plutôt bas niveau, donc vous devez en fait venir configurer le réseau, les machines, les disques, les flux de sécurité, et venir en fait y installer par-dessus tous vos services. Mais ce n'est pas un souci, ça fait peut-être une grande responsabilité à faire côté équipe projet, mais on peut y travailler en fait parce qu'il y a des API qui sont exposées. Donc, on peut y venir faire de l'infrastructure as-code avec Terraform, par exemple, pour venir provisionner notre infrastructure. Et derrière, en fait, nous avons utilisé Ansible pour pouvoir en fait, nous connecter sur les machines, y configurer les machines et y déployer nos services applicatifs. Il y a une petite particularité en fait, à cette offre on-premise, c'est qu'il faut être physiquement sur site pour pouvoir y travailler. Donc, ça veut dire que vous devez venir brancher votre câble RJ45 sur votre machine pour pouvoir accéder en, fait, en SSH aux machines ou pouvoir en fait, consommer les API OpenStack. Voilà, donc vous le voyez venir. On arrive très vite en mars 2020, et qui aurait pu prédire la crise sanitaire? Pas nous. Et du coup, on ne peut plus continuer de travailler depuis chez nous. Donc, fini le plan de refonte, ou je viens avec mon sac de couchage?
Non, on est des bons consultants, donc on va trouver une solution. Cette solution, ça va être de proposer un environnement de développement pour que les développeurs puissent continuer de travailler chez eux. Cette solution, on va discuter avec le client et on va lui proposer d'utiliser un cloud public pour pouvoir permettre aux développeurs de travailler chez eux. En l'occurrence, on a choisi AWS. En revanche, on garde en tête que ces environnements de développement, il faut qu'ils soient le plus proche possible de la prod pour qu'ils aient du sens. Et ça, la prod, on sait qu'on est sur un paradigme IaaS, donc infrastructure as a service. Ça veut dire qu'on est obligé de se contenter de réseau et de VM. Et ça, on va s'imposer cette contrainte également sur AWS. Donc on va se refuser d'utiliser tous les services managés de luxe, du type base de données managée, Kubernetes, Lambda et j'en passe. En fait, c'est pas tant un problème que ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que même si on va devoir réécrire tout le code de provisioning d'infrastructure, Terraform, en fait, même si ce code il est propre à chaque cloud provider, l'infrastructure elle va rester similaire, donc ça va être assez rapide de le réécrire. Et un autre truc, c'est que une VM sur OpenStack, à peu de choses près, c'est la même chose qu'une VM sur AWS. Donc tout notre code de configuration Ansible, donc comment on installe les paquets, comment on configure nos VM, il va être facilement portable. Donc on va être très rapidement capable de proposer un environnement de développement aux développeurs. Comme ça, on va pouvoir à peu près tenir nos jalons. Donc on va se retrouver avec cette topologie où on aura nos environnements de développement qui vont se trouver sur AWS, et à terme la production qui, elle devra se trouver sur OpenStack, et ça on n'aura pas le choix. Le tout évidemment avec des pipelines qui vont bien. Ok, donc en résumé, le client est venu avec une demande de refonte d'un système d'information. Avec plein d'énergie, on lui propose un plan sur un périmètre bien réduit, une équipe autonome, responsable, avec toutes les compétences. Il y a le Covid. Bon, malgré ça, on a réussi à rebondir sur nos pattes en proposant une alternative en télétravail, avec une stratégie multi-cloud. Et on continue nos développements pendant quelques mois. Et on arrive en fait à une période, quelques mois plus tard, avec un assouplissement en fait, des règles sanitaires. On est libre de la valeur, donc vraiment, on arrive à délivrer de la valeur que si on est en production. La production, c'est sur OpenStack. Donc on est autorisé à revenir sur site. Par contre, sur site, il n'y a pas beaucoup de place. Vraiment, le nombre de chaises, de bureaux est limité, on ne peut pas pousser les murs. Donc ce travail est tellement critique que seuls les ops en fait, sont autorisés à revenir sur site. Et c'est là qu'on revient un petit peu sur certains éléments d'architecture que nous pouvions difficilement reproduire sur AWS. Et c'est un petit peu la limite de l'exercice. Le premier, c'est évidemment le système legacy que nous souhaitions refondre. Nous avions beau discuter en fait, avec les équipes pour comprendre quels étaient les API, les contrats de service, les données. On n'est jamais en fait, à l'abri d'un petit couac, malgré les stubs qu'on a pu mettre sur AWS. D'autant plus, il y avait certains mécanismes d'auto-authentification qui étaient peu standards. Le deuxième, c'est OpenStack. Vous avez beau être sur une stratégie multi-cloud, on a pu continuer et ne pas arrêter en fait, le plan de refonte. Si vous êtes sur AWS, vous avez accès à un certain matériel avec une certaine capacité, des performances. Sur OpenStack, c'était des data centers privés, donc avec un autre type de performance. Donc tous les tests en fait, de performance que nous avons pu faire sur AWS pour anticiper en fait, la charge, le trafic, en fait, toutes ces hypothèses-là ont rapidement été balayées lorsqu'on est arrivé sur OpenStack. Et enfin, ce firewall Internet, un composant impossible à reproduire, qui porte en fait la terminaison TLS, les noms de domaine public, par lequel en fait, le flux Internet, depuis les clients et les employés, arrive et passe à travers avant d'arriver sur OpenStack. Et ce firewall Internet, il est capable de nous jouer des petites surprises. Ce n'est pas du chaos engineering, c'est des coupures de flux. Et ça, on n'a pas toujours été capable de le détecter à temps. Ou encore, en fait, des certificats qui arrivent à expiration. Là, encore une fois, il faut savoir en fait, le détecter et prévenir les équipes responsables. Une autre idée reçue du cloud, c'est que le pool de ressources est illimité. Vous êtes sur AWS, très bien, vous avez plein de data centers partout qui sont partagés par plein de clients à travers la planète. Là, sur un data center privé, pour un seul client, ou pour un seul groupe, en fait, le nombre de ressources est rapidement limité. On ne peut pas construire en fait, un data center du jour au lendemain. Donc ça nous a forcé en fait, à revoir un peu notre copie au niveau de l'architecture. Quels sont les environnements qui valent vraiment le coup d'être en haute disponibilité? Où est-ce qu'on peut en fait, gagner un peu de ressources pour rationaliser notre infrastructure? Donc finalement, on a été forcé d'avoir une approche un peu plus frugale. Vous êtes sur des clouds publics, vous attendez habituellement que la plupart des services fonctionnent. On appelle ça en fait des services de type commodity. Mais quand ce n'est pas le cas, il faut savoir composer avec. Il faut pouvoir le détecter,
trouver des solutions de contournement, ou alors dialoguer et essayer de débugger ça avec les équipes responsables. Et ça, en fait, ça vous force en fait, à mettre en place énormément d'ingénierie pour pallier en fait, aux défaillances d'un système sous-jacent, pour pouvoir quand même construire une architecture plus fiable, plus résiliente que ses bases. C'est pas impossible, mais tout cela, ça nous a fait perdre énormément de temps et d'énergie, et finalement, c'est la vélocité globale en fait, du projet qui en a pris un coup. Pour rappel, on était sur AWS, on avait continué à travailler malgré le Covid. Et on se retrouve en fait avec une équipe, avec deux ambiances. D'un côté, les développeurs qui continuent en fait en télétravail de déployer de la fonctionnalité et montrer ça à chaque incrément au niveau du métier. Et de l'autre côté, les ops qui sont obligés d'être sur site et en fait découvrir le vrai monde de leur plateforme cible, la production. Et chaque fois qu'il y avait des solutions qui pouvaient être mises en place, il a fallu obligatoirement les reporter sur AWS. Ça, c'est une contrainte forte qu'on a gardée tout au long en fait, du projet, c'est de se forcer d'avoir, dans une stratégie multi-cloud, une architecture cohérente. Les défauts que vous avez dans la plateforme cible, on va se forcer à les reproduire en fait, sur AWS. Bon, malgré tout, au bout de quelques mois, on est un petit peu sur les genoux, mais on a réussi en fait, à monter un environnement fonctionnel et à ouvrir le site de production. Pour rappel, le client il reste content parce que ça lui prenait 1 an avant. Mais le vrai objectif, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas la mise en service, c'est tout ce qui arrive derrière. Parce que derrière, dès que vous arrivez en production et que vous ouvrez le service aux utilisateurs, vous arrivez dans une nouvelle phase du cycle de vie du projet, qui est le run. Mais évidemment, ça vient avec des bugs, de la gestion d'incidents, le trafic qu'on n'a pas, ce qui vient en fait valider ou pas nos scénarios de performance et qui vient en fait mettre à mal notre architecture et notre résilience. Mais finalement, ça marque vraiment une étape dans notre projet. C'est ça. Donc en fait, on a fait la mise en service. Ça veut dire que le produit est arrivé dans la main des utilisateurs et ils en sont très contents. Et ça va donner confiance en notre client dans son plan de refonte et il va vouloir l'accélérer, il va le grossir, et donc il va débloquer du budget. Et ce déblocage du budget, il va se manifester entre autres par un renfort des équipes. Donc le renfort des équipes, il va venir se joindre à la première équipe qu'on vous a montrée au tout début. Et là, on atteint un stade, cette équipe, on voulait la garder unie, une seule équipe pour faciliter les échanges, parce qu'on a atteint, vous savez, un des premiers paliers de Dunbar qui dit en gros... quand on commence à avoir trop de monde au même endroit, ils ont du mal à communiquer entre eux. Là, on l'a atteint et du coup, la direction de mission se dit on va peut-être commencer à trouver une solution. Donc, cette équipe, on va la diviser en plusieurs équipes plus petites, toujours pluridisciplinaires, avec des PO, des devs, des ops, pour mener les produits de la conception, du développement, jusqu'en production. Et donc, chacune de ces équipes, elle va rester autonome sur un pan en particulier fonctionnel. Et comme ça, elle va pouvoir travailler pendant un certain temps. Ces équipes, elles ont beau être autonomes, elles vont quand même partager une chose, et cette chose, c'est l'infrastructure. Ça veut dire que les ops, ils ont beau être dans une équipe, en fait, ils vont aussi fortement travailler avec les ops des autres équipes. Et donc, le projet va avancer pendant un certain temps, sauf que le produit, à un moment donné, il atteint un certain niveau de maturité, et c'est pas parce qu'on ajoute des features qu'on modifie l'infra. On va pas s'amuser à ajouter des VM parce qu'il y a une nouvelle feature, ajouter de la base de données. Et je vous rappelle, on est dans une notion de frugalité, parce qu'en production, on n'a pas ressources illimitées. Donc en fait, ces nouvelles features, elles vont de moins en moins impacter la roadmap des ops, et au fur et à mesure, les ops, dans leurs équipes, ils ont un peu l'impression d'apporter de moins en moins de valeur. D'ailleurs, dans la discussion journalière, quand les développeurs ils parlent de leurs features, il n'y a plus trop d'infra dedans. Un autre élément, c'est que les ops, ils sont dans leurs équipes, donc ils vont faire leur daily avec leur équipe, mais ils travaillent énormément avec les ops d'à côté. Donc ils vont aussi faire un daily avec les ops à côté. Et ça va être la même chose pour tous les rituels agiles qu'on connaît. Donc la démo, la rétro, le sprint planning. Et ça va être hyper fatigant pour les ops. À la fois en énergie, mais à la fois en coût. Et enfin, un dernier élément qui est un peu plus opérationnel, cette fois, ça va être sur les boards Jira des équipes. Autant les devs, ils vont avoir des tickets qui vont être labellisés features, dettes techniques, bugs, etc. J'en passe. Autant on va avoir un ticket pour les ops, ça va être ops. Et à un moment donné, on va même voir apparaître des filtres, c'est-à-dire que les développeurs ils vont parler de leurs features et à la fin on va faire apparaître les tickets ops. Les ops vont parler, ils vont partir faire leur deuxième daily. Donc autant dire que c'est pas hyper confortable pour les ops et c'est une douleur partagée par tous les ops. Et donc ils vont discuter
Et au final, ils vont se dire bah, pourquoi nous, on n'aurait pas notre propre équipe. Au final, voilà, on travaille sur un même produit, notre infrastructure, et c'est avec les autres subs que j'échange le plus. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont proposer cette solution, cette création d'équipe à la direction, mais ils vont aussi en parler avec les équipes, parce que c'est avec eux que les ops ils discutaient le plus au final. Et il y a quand même une réticence côté équipe, parce qu'ils ont peur de perdre en qualité de communication. Ils ont peur aussi de créer des silos. Et ça, on va voir qu'il y a certains éléments dans le programme qui vont mitiger ce problème, mais globalement, tout le monde tombe assez d'accord pour dire bah, ça vaut quand même le coup d'essayer, parce que nous, les devs, on ne sait plus trop ce que vous faites dans notre équipe, les ops, et nous, les ops, bah, on ne sait plus trop ce qu'on fait chez vous, les devs. Et donc, on va essayer. On va essayer pendant 3 mois, et vraiment, le premier objectif, c'était vraiment de regagner en fait, du sens dans le travail, de renforcer le sentiment d'appartenance à une équipe, et enfin d'augmenter en fait, le temps de concentration des ops sur des chantiers purement dédiés à de l'infrastructure. Il y a déjà une gouvernance et des rituels en fait, en place sur le projet. C'est une équipe comme les autres, donc on va s'y inscrire. Il y a un tech lead, il y a un PO qui va venir en fait, regarder les priorités de l'équipe, encadrer l'équipe, et venir en fait, au rituel de synchronisation inter-équipe. Vraiment, une des craintes des équipes, c'était de perdre en fait, ce lien avec l'infrastructure et de créer ce fameux mur de l'incompréhension entre le monde du développement et le monde de l'infrastructure. On a voulu vraiment rassurer les équipes et tester, donc en rassurant, en vraiment mettant un point d'attention sur la qualité et la fréquence en fait, de nos échanges. C'est normal en fait, qu'entre les équipes, il y ait des petites parois. Ça ne veut pas pour autant dire que ça va être des silos. Ce qui va m'intéresser, en fait, c'est la fréquence et la qualité et à voir à quel point les parois sont poreuses. C'est une équipe, donc elle a des objectifs qui sont validés à la fois par la direction technique, le métier et la gouvernance, mais elle a également en fait, des redevabilités au niveau des autres équipes de développement. On n'est pas à l'abri qu'une nouvelle fonctionnalité vienne impacter l'infrastructure. Et ça, donc, il y avait une revue en fait, des objectifs qui était faite tous les 3 mois. Donc finalement, on se retrouve avec 2 clients, les équipes de développement et la direction technique. Mais on reste une équipe comme les autres. C'est une équipe comme les autres, mais avec que des ops. Tu appelles ça comment, toi? C'est une équipe SRE? Pas tout à fait. Petit rappel, DevOps, c'est un ensemble de pratiques qui vise à améliorer, donc à réduire le time to market, tout en améliorant la qualité en continu. Ça passe en fait par de la collaboration entre le monde du développement et le monde des opérations. Et de l'autre côté, vous avez SRE, Site Reliability Engineering, qui est un livre en fait publié par Google en 2016, qui décrit l'organisation, le rôle et les pratiques des ingénieurs Google pour fiabiliser leur site en production. On pourrait dire que SRE est une implémentation de DevOps. Retenez surtout que DevOps se focalise sur la vélocité par de la collaboration, tandis que SRE va se focaliser sur la fiabilité en production. DevOps nous a beaucoup aidé pendant la phase de build. On avait déjà des pratiques d'ingénierie, de développement logiciel appliquées à notre infrastructure, un fort niveau d'automatisation, des pipelines. Là, au niveau de l'équipe, on s'est reformé pour pouvoir, et on a un petit peu réouvert le bouquin pour se demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait, la fiabilité de notre infrastructure pour pouvoir en fait, satisfaire la demande à la fois au niveau des équipes de développement, mais également en fait, de nos usagers finaux. C'est ça. Donc SRE présente un certain nombre de pratiques. Nous, on en a mis en place. On a décidé de vous en présenter 3. Alors SRE parle de pratiques. Il ne les a pas forcément inventées. En tout cas, il en décrit un certain nombre. Et ici, on va vous en présenter 3. Donc, quand on arrive en production, on est amené à faire un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas quand le produit ne l'est pas. C'est-à-dire du support ou de la réponse à incident. Et c'est pour ça qu'une des premières choses auxquelles on s'est intéressé, c'est l'on-call. L'on-call, son rôle, c'est de répondre à un incident. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on va appeler cette personne. C'est un profil c'est une personne qui est affichée. Je dis tout de suite, on-call, ça ne veut pas forcément dire astreinte. En revanche, ça fait partie du métier. Mais ce n'est pas le plus important. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va afficher une personne, et ça va être cette unique personne et première personne à répondre à un incident. Nous, on a décidé de l'étendre au support des devs en plus. Mais ça va permettre d'avoir une seule personne, et donc de protéger toutes les autres personnes derrière, pour qu'elles puissent se concentrer à faire de la feature quand c'est en heure ouvrée, ou alors se reposer quand ils sont chez eux, quand c'est en heure non ouvrée. Ce rôle, c'est important de le faire tourner, pour plusieurs raisons.
La première, c'est que ça va permettre une montée en compétences. On ne progresse jamais mieux que quand on met la main dans le cambouis. Donc c'est vraiment important que vous ayez toutes vos personnes en opération qui puissent travailler sur la production. C'est hyper important. Le deuxième, c'est que ça va éliminer petit à petit ce syndrome du super-héros. C'est quand c'est tout le temps la même personne qui va répondre à un incident parce que c'est la personne qui regarde tout le temps le Slack, ou alors parce que c'est l'expert en base de données, et quand il y a un problème en base de données, c'est lui qu'on appelle. Le problème, c'est que si cette personne elle est en vacances, comment on fait? Non, l'objectif, c'est que tout le monde soit capable de répondre à n'importe quel incident. En revanche, faut faire attention parce que ce rôle, il est très prompt au stress. Là, on parle d'incident de production, donc c'est pas à l'abri qu'on ait un manager derrière qui dise mes consommateurs, ils sont pas contents, donc vite, résous-moi ce problème. Donc il faut faire attention et il faut toujours avoir quelqu'un en backup. Déjà pour aider à prioriser les sujets, parce qu'il y en a qui seront moins importants que d'autres. Je pense que si le moyen de paiement il marche pas, c'est moins important que la petite animation. Et l'autre élément, c'est que quand il y a des gros sujets, parfois il faut être à quatre mains dessus. Deuxième pratique que nous voulons partager avec vous, c'est une pratique déjà en place, mais qui n'était pas forcément systématisée lors de la création de l'équipe, avec des pratiques un peu disparates. C'est le post-mortem blameless. Qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une prise de recul et une pratique d'amélioration continue et de partage de connaissances. Mais c'est un compte-rendu suite à une gestion d'incident qui va détailler en fait le service impacté, la durée de l'incident, les étapes lors de l'investigation qui ont permis de trouver la cause racine, et surtout en fait des actions de suivi qui vont vous permettre de fiabiliser le système ou d'éviter que l'anomalie, l'incident ne se reproduise. Mais tout ça, ça se fait en fait surtout dans un cadre blameless. Ça veut dire quoi? On va éviter d'incriminer des personnes ou de pointer du doigt des personnes. Chercher plutôt à comprendre l'environnement, le cadre et les process qui ont amené en fait à cette situation-là. C'est ça. En fait, je m'en fous de savoir que Hongviet, il a fait un drop de la base de données de prod. Ce que je veux savoir, c'est comment ça se fait qu'il a pu faire cette manipulation. Et parce que j'ai pas envie que ça se reproduise, donc j'ai envie de le fixer. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, et pourquoi. Avant de chercher le coupable, avant de vraiment essayer de rétablir le service, ensuite, faites le débrief sans incriminer les personnes. Mais surtout cette pratique, en fait, cet élément de culture, ça nous a permis de créer de la confiance au sein de la mission. Créer de la confiance, avoir de la transparence et éviter toute rétention d'informations. Le nombre de fois en fait où, alors, je lève la main, attention, j'ai fait quelque chose, il y a un problème. Ou encore une fois, je vois qu'il y a un incident et il y a ce système-là qui ne va pas bien, est-ce que quelqu'un saurait pourquoi? Ah, j'ai fait ceci, il y a cette fonctionnalité qui a été déployée il y a X temps, peut-être que, je te donne une piste. Voilà, ça nous a fait gagner énormément de temps en fait. Et à aucun moment donné, dans aucun post-mortem, on a cherché à, même les personnes n'ont même pas été citées. Et ça a pu créer de la confiance et les gens ont vraiment communiqué et ont vraiment appelé à l'aide quand c'était nécessaire. La troisième et dernière pratique dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le toil. Je pense que le toil, c'est une des seules que j'ai vu décrite que dans SRE, peut-être ça ailleurs. En tout cas, le toil, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des tâches opérationnelles que vous allez être amené à faire en production, c'est-à-dire la gestion d'incidents, le support, vos montées de version, la dette technique. Plein de tâches répétitives et plein de tâches qui en plus ne sont pas forcément prévisibles. Toutes ces tâches, elles n'apportent pas directement de valeur métier. Et donc, on va faire tout notre possible pour réduire le toil le plus possible, par l'automatisation entre autres. Sauf que pour savoir si on réduit quelque chose, faut être capable de le mesurer. Et c'est une des premières choses qu'on a fait quand on a créé l'équipe, c'est mesurer. Je vous rappelle, au début, dans nos boards, on avait nos tickets Ops qui étaient tous tagués Ops, donc super pour mesurer ce qu'on fait quand c'est de la feature ou de la charge opérationnelle. Donc une des premières choses qu'on a fait, c'est classifier ce qui était de l'ordre de la charge opérationnelle et ce qui était de l'ordre de la fonctionnalité. Et ça nous a permis de regarder plusieurs choses. Hongviet l'a dit, on est une équipe comme les autres, comme une équipe de dev, donc on a des objectifs à présenter. Et ça va nous donner une première indication de « ok, on est capable d'entamer ce chantier » ou « ok, on sera capable de le finir dans les temps ». Un autre élément qui nous permet d'utiliser le toil, c'est d'orienter vers la stabilité. Si on passe la majorité de notre temps à faire du toil, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ça va permettre d'orienter notamment notre roadmap, mais aussi celle des devs. Parce que le produit, c'est l'infrastructure, mais aussi tout ce qui repose dessus. Maintenant, petit point d'intention,
Nous, on a commencé par mesurer le nombre de tickets, parce que c'était hyper facile, vous changez un label, ça y est, vous savez si c'est du toil ou si c'est de la feature. Mais l'idéal, c'est bien de comprendre le temps qu'on passe sur chaque tâche. Mais ça, c'est une marche en plus. Taguer un ticket, c'est rapide. Par contre, mesurer le temps, sur un Jira, c'est quand même plus compliqué. C'est une mesure qui n'est pas parfaite, mais c'est un quick win en fait. Et ça nous donne quand même une idée, un indice en fait sur notre fiabilité et est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas sous l'eau à faire des tâches manuelles. Du coup, le premier takeaway, donc le premier élément avec lequel on a vraiment envie que vous repartiez, c'est d'appliquer les pratiques SRI, n'importe quelle pratique en réalité, selon votre contexte. SRE, quand ça a été publié par Google, ils étaient 1200 SRE, ingénieurs SRE. Nous, on était 4 Ops. Donc c'est vraiment important de prendre les pratiques, de comprendre quel est le point saillant et les adapter selon votre contexte. Ne soyez pas dogmatique sur les pratiques que vous lisez dans la littérature. Appliquez-les avec pragmatisme. Le deuxième point important avec lequel on a envie de vous repartier, c'est que se réorganiser, c'est normal et c'est nécessaire en fait. Vous l'avez vu, on a eu plusieurs réorganisations. On n'exclut pas qu'on est arrivé à la dernière organisation, mais laissez le temps en fait aux organisations de murer et d'arriver en fait à un certain niveau. Ensuite, en fonction des irritants, des besoins, on l'a fait évoluer. La première, ça a été finalement selon la loi de Conway inversée, la deuxième selon Dunbar, et en fait la dernière, ça a été plutôt par rapport à la charge cognitive extrinsèque. Les Ops en fait avaient une charge cognitive qui était trop importante à devoir à la fois se synchroniser pour travailler sur l'infrastructure, mais c'est également comprendre en fait tous les besoins de l'équipe de dev et d'être dans tout leur sprint planning, etc. Et enfin, méfiez-vous en fait des promesses des clouds. Tous ne se veulent pas. Vraiment, lorsqu'on vous présente une promesse de cloud, regardez rapidement en fait quel est le catalogue de services, parce que derrière, ça va influencer sur votre stratégie, sur le niveau de service que vous devez adopter. Est-ce que là, on n'avait pas le choix. On était sur du IaaS, donc à un niveau assez bas, avec énormément d'ingénierie à mettre en place. Mais surtout, ce qui nous a freiné derrière, c'est la qualité en fait du service. Derrière, et faites-vous rapidement une idée, parce que derrière, en fait, dans une stratégie multi-cloud qu'on a eue, c'est énormément d'ingénierie pour pouvoir reporter tout ça sur nos environnements de développement pour pouvoir se forcer d'avoir une architecture multi-cloud cohérente. Voilà, c'était tout pour nos takeaways, et on espère que vous repartirez avec ces éléments pour vos expériences et vos contextes. Merci.